Heisei est maintenant fort de son alliance avec les hommes des montagnes. En effet, cette alliance sera probablement très profitable pour l'état de Qin, mais aussi pour les hommes des montagnes, bien évidemment, et donc la reine Yotanoa. 3 mois après la rébellion de Seikiyu, rébellion qui ne s'est pas ébruitée aux autres états, je tiens à le signaler parce que c'est très important, c'est le genre d'information que vous pouvez revoir plus tard. Cette rébellion ne s'est pas ébruitée aux autres états. Heisei, qui cherche toujours à unifier la Chine, a ordonné à l'armée de Qin d'envahir l'état de Wei, le pays voisin. Qin, qui ambitionne de devenir un grand général, comme Yu, son meilleur ami qui est mort dans ses bras, fait campagne dans l'infanterie. Dans les plaines de Dakan, les forces des deux pays sont sur le point de s'affronter. Le représentant de l'état de Qin sera Duc Yu et le représentant de l'état de Wei sera Gokei. Dans le dernier tome, à savoir le tome 5, on a vu que Qin a découvert toute l'horreur de la guerre. Mais étrangement, il est comme un poisson dans l'eau finalement, comme si Qin était destiné justement à vivre sur les champs de bataille. Dans le début de cet tome, il va y avoir une scène que j'ai trouvée plutôt intéressante, mettant en avant le nouveau commandant de 1000 hommes, le commandant Eki. Et oui, finalement, il va s'opposer à Bakukoshin, qui lui aussi est un commandant de 1000 hommes, et les deux idéologies vont s'opposer. C'est-à-dire que Bakukoshin, lui, il dit clairement à l'infanterie, vous vous taisez, vous la fermez, on fait ça. Le plan, il a changé, vous la fermez. Il ne donne aucune explication, finalement. Il n'y a pas de cohérence à ses ordres. Et Eki va lui montrer que ce n'est pas comme ça qu'on dirige, frérot. Ce n'est pas comme ça. Il va tout simplement expliquer à ses hommes, hein, aux 1000 hommes, aux siens, et même à ceux de Bakukoshin, que, bah écoutez, on a changé de plan pour telle raison. C'est finalement une belle leçon que le commandant Eki montre et prouve aussi au lecteur et montre aussi à Bakukoshin. C'est comme ça qu'on dirige les frérots. Et oui, et même dans la vie de tous les jours. Si un jour vous devenez manager, responsable, directeur, on ne peut pas donner des directives comme ça aux gens sans donner d'explication. Sinon, ça n'a pas de sens, tout simplement. Eki, lui aussi, veut devenir un grand général parce que il espère pouvoir soutenir Heisei dans son projet de cette façon. C'est donc son objectif. Bref, la bataille débute. Qin fait preuve d'une rage et d'un talent prodigieux. Il impressionne tout le monde sur le champ de bataille. Il arrive même à créer une brèche assez facilement. Ce qui est intéressant dans cette partie, dans cette première partie de tome, c'est que les détails sont très précis sur l'atmosphère de la guerre. Et on va le découvrir à travers les yeux de Bihei. Il sentira l'odeur du sang, vous savez, tous les cadavres par terre. C'est quelque chose d'assez oppressant. Et finalement, Yasue Zahara, dans son trait, va très bien le représenter. Parce que même nous, en tant que lecteurs, on se dira, putain, mais c'est vraiment ça un champ de bataille. On a vraiment l'impression d'être immergé à l'intérieur de ce champ de bataille, à l'intérieur d'une guerre. C'est assez oppressant et c'est assez déroutant pour le lecteur. En tout cas, Qin, lui, est comme un poisson dans l'eau. Il saute partout, il virevolte, et il ira même jusqu'à tuer un officier. Bref, Qin se démarque très rapidement sur le champ de bataille. On sent vraiment qu'il est né pour ça, il est fait pour ça, clairement. En tout cas, la contre-attaque sera violente parce que les chars de Wei sont des chars qui sont connus à travers toute la Chine et finalement, ils vont faire un véritable carnage. Ils vont arriver, ils vont carrément écraser tout le monde. Et vous verrez, l'état de Wei n'est pas réputé que pour cela, justement. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle notre ami Gokei voulait que cette bataille se déroule sur les plaines de Dakan. C'était justement pour pouvoir utiliser ces chars. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les chars peuvent aller justement tuer toutes les armées. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Avec les chars, tu es très mobile et tu peux les déplacer sur tout le champ de bataille et tu fais un carnage, très clairement. Mais notre ami Duc Yu avait prévu cela et il a accepté justement le challenge. On verra d'ailleurs que Duc Yu nous expliquera justement qu'est-ce que c'est qu'une bataille. Il nous expliquera que dans ce genre de grande guerre, il y a toujours des moments, des éléments, des endroits qui vont plus se démarquer. Et justement, il ressentira que il y a un endroit précisément où il y a une petite étincelle. Et c'est Qin qui allume cette étincelle justement avec les chars. Car il arrive à se confronter à ces chars, aux chars de Wei. Et c'est à cet endroit précis qu'il faut frapper, parce que l'étincelle qu'il sera allumée par Qin peut derrière engendrer un feu immense. On s'aperçoit donc d'ailleurs que Duc Yu fonctionne à l'instinct, c'est-à-dire qu'il n'a pas réellement de stratégie prédéfinie. Il fonctionne à l'instinct, il ressent le champ de bataille, il regarde où est-ce que ça pète, où est-ce qu'il y a un avantage, où est-ce qu'il y a une étincelle, comme il le dit justement. C'est donc un général instinctif, tout
tout simplement. Ensuite, on va avoir une belle idée de ce personnage énigmatique, Kyukai, à savoir faire des remparts avec les corps, c'est-à-dire qu'ils vont empiler les corps pour pouvoir faire des remparts et donc faire bouclier d'une certaine façon à ces chars. C'est pas mal et ça fonctionne plus ou moins. Shin monte donc sur un cheval, on parle d'un simple fantassin, hein. Il monte sur un cheval normal et il est là, il court partout sur le champ de bataille. Il est totalement inarrêtable. Et finalement, le concept du Go, vous savez, à se protéger à 5, ne correspond pas à Shin. Shin, c'est un électron libre, très clairement, on le voit dans cette bataille. Et Bakukoshin va le remarquer. Au passage, Kyukai est très fort, hein. Sincèrement, petit coupage de tête, là, j'ai vraiment apprécié cette scène également. Bref, dans la dernière partie du tome, Bakukoshin va expliquer à ses unités qu'ils vont devoir aller prendre la tête de Kyugen. Et même les troupes de Shin vont dire, mais c'est impossible. Vous imaginez, eux, ils sont en descente, nous, on est en montée. Et au contraire, Shin va dire quelque chose de très intéressant. Shin va dire, je le sens bien. Et oui, je le sens bien. Il va dire que pour lui, c'est jouable, ça peut le faire. On remarque déjà les prémices du style de soldat que Shin peut être, ou du moins peut devenir. C'est-à-dire que Shin, lui aussi, fonctionne d'une façon à son instinct. Là, il ressent que c'est jouable. Et Kyukai va confirmer. Kyukai va nous dire, écoute, c'est jouable, parce que le combat, justement, ne va pas durer très longtemps, vu que les troupes, elles, seront en descente, et nous, on va monter. Donc, finalement, le combat sera court. Par contre, ça sera très intense. Et évidemment, il y aura beaucoup de morts. Mais la stratégie sera payante, parce que Bakukoshin, justement, va réussir à monter cette colline et aller prendre la tête de Kyugen. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter dans cette scène, c'est que Bakukoshin aura perdu beaucoup de ses troupes justement pour pouvoir se retrouver face à Kyugen. Au début, on pouvait prendre Bakukoshin comme un général qui envoie ses troupes à l'abattoir, mais finalement, lui aussi, il est capable de se sacrifier, et il se sacrifie aussi pour Duke Iyu. Il se sacrifie parce qu'il croit en la force de Duke Iyu, il le dira, il n'a jamais vu un général aussi puissant que Duke Iyu, et finalement, il réussit sa mission, et il donne sa vie, en fait, il donne sa vie de façon, voilà, il donne sa vie volontiers, c'est-à-dire qu'il se dit, voilà, pour pouvoir assurer la victoire de mon camp, je suis prêt à donner ma vie et je suis prêt à prendre, mais je dois prendre la vie de mon ennemi. Et la fin, elle est juste magnifique parce que les deux finalement se trucident. Lui, clairement, il plante son épée dans la gorge de Kyugen et Kyugen, lui, le transperce de sa lance. Franchement, à la fin, elle est juste magnifique. En plus, il se sera pris plein de flèches en amont. Sincèrement, c'est d'une violence incroyable. Moi, j'ai apprécié. Alors, que dire sur ce tome 6? Écoutez, là, on monte vraiment en puissance. On est vraiment dans la première campagne de Shin. Elle est juste monumentale. Imaginez, les frérots, comme première campagne, ce que Shin est en train de faire. On découvre la guerre à travers les yeux de Shin, à travers les yeux de BA, à travers les yeux du Go. Et on a aussi ce personnage, Kyukai, qui est très énigmatique, mais qui est très fort au premier abord. On a les chars de Wei qui sont également très efficaces, mais finalement ils ont été bien, voilà, les gens se sont bien défendus, les soldats se sont bien défendus. On a aussi ce général Duke Iyu qui réagit à l'instinct, mais on a également Shin qui nous montre les prémices d'être un soldat lui aussi instinctif. Il réagit lui aussi à l'instinct. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 7. Alors je le sais bien évidemment, mais comme vous avez compris, je me refais cette lecture, donc même moi je redécouvre certains événements. Il y a d'autres événements que j'ai peut-être même oublié, mais je redécouvre moi aussi tout ce plaisir. C'est vraiment un plaisir cette relecture que je fais et qu'on fait ensemble. J'espère que ça vous plaît pour ceux qui sont déjà au courant de la suite comme moi, également pour ceux qui ne sont pas au courant de la suite. Mais en tout cas, ce tome 6, c'est une grosse montée en puissance. On verra bien qui va l'emporter entre Gokei et Duke Iyu. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout que l'honneur soit avec vous.